Il y a de nombreux prétendants pour le titre de meilleure storyline de l'histoire du catch. Certains diront que c'est l'explosion des Mega Powers, d'autres évoqueront Austin contre McMahon, mais ces dernières années, un nouveau prétendant a émergé pour revendiquer cette couronne. Après tout, cette histoire a été largement responsable de la résurgence et de la popularité de la WWE durant les années 2020, et il s'agit de celle de la Bloodline. Mais comment tout cela a-t-il commencé ? Eh bien, rejoignez-moi aujourd'hui pour plonger profondément dans l'entièreté de l'histoire de cette saga. Tout commence en 1914, année de la naissance du révérend Amituani Anoa'i, le patriarche de la famille Anoa'i. Au fil des ans, plusieurs membres de sa famille rejoindront l'industrie du catch, parmi lesquels des légendes comme les White Samoans, Solman Rocky Johnson, Yokozuna, The Rock et Rikishi, pour n'en citer que quelques-uns. Cependant, bien que la famille Anoa'i ait souvent été mentionnée à la WWE, l'idée d'utiliser leur lignage comme une storyline continue n'a jamais été véritablement explorée avant le milieu des années 2010 lorsque Roman Reigns était au sommet de la compagnie. C'est à ce moment-là qu'après s'être séparé du Shield, le Big Dog a commencé à s'associer périodiquement avec ses cousins, Jimmy et Jey Uso. Mais même dans ce cas, il ne s'agissait pas vraiment d'une faction officielle, mais plutôt d'une alliance que le trio formait lorsque le besoin de renfort se faisait sentir. Donc si ce n'était pas le début officiel de la Bloodline, quand tout cela a-t-il vraiment commencé ? Pour répondre à cette question, il faut remonter quelques années en arrière, exactement en 2020. Cette année-là, avec le monde plongé dans le confinement, Roman Reigns a été retiré de la télévision pour des raisons de santé et est resté en isolement chez lui. Bien sûr, cet isolement était temporaire, mais ce qui n'était pas prévu, c'est qu'à son retour l'été suivant, il adopterait une toute nouvelle attitude. Quelle était cette nouvelle attitude ? Eh bien, en réalisant à quel point la vie pouvait être fragile et éphémère, le Big Dog a décidé qu'il devait prendre le contrôle de sa famille plus fermement et s'assurer qu'elle obtenait tout ce dont elle avait besoin. Cela l'a alors poussé à adopter une attitude mégalomane, si bien qu'il est devenu officiellement un heel après s'être associé à son nouveau wise man, Paul Heyman, dans les jours précédant Payback le 30 août. Mais loin de tourner en sa défaveur, ce changement d'attitude a été bénéfique pour lui, car à Payback, il a battu Bray Wyatt et Braun Strowman pour remporter le titre universel. En effet, Roman était à nouveau champion, et cette fois avec un tout nouveau personnage qui semblait enfin correspondre à ce que les fans attendaient de lui. Mais ce n'était pas seulement une question de remporter des titres pour l'homme qui se proclamait désormais être le chef tribal. Comme mentionné plus tôt, il s'agissait aussi de devenir un leader pour sa famille, et la première étape de cette prise de pouvoir fut de s'assurer que ses cousins les Uso le suivaient sur ce nouveau chemin. Néanmoins, au début, Jey Uso ne semblait pas réceptif à l'attitude de son cousin. Et comme Jimmy était blessé à ce moment-là, cela signifiait que Roman était un leader sans soldats. Donc pour résoudre ce problème, Roman a dû montrer à Jey qui était le patron. Et la manière dont il l'a fait fut de l'affronter en match en simple lors de Clash of Champions le 26 septembre. Et qui a remporté ce combat ? Le chef tribal, bien sûr. Et ça avec l'aide inattendue de Jimmy Uso qui est revenu faire une apparition surprise pour jeter l'éponge pour son frère après que Jey était malmené. Alors cela réglait la question, n'est-ce pas ? Eh bien non. Même après une telle défaite brutale, Jey a refusé de se soumettre. En fait, il restait déterminé à prendre le titre universel de son cousin. Et c'est pourquoi il a demandé un match revanche le mois suivant lors de Hell in a Cell le 25 octobre, un match I Quit. Malheureusement pour Jey, malgré sa volonté de remporter cette victoire et de se cimenter comme un vrai main eventer, le résultat n'a pas été celui espéré. Après que Jimmy est de nouveau intervenu et se soit fait attraper dans une guillotine, Jey était contraint de dire I Quit pour sauver son frère d'une souffrance supplémentaire. Une fois le match terminé, Roman est simplement remonté sur la rampe où il était rejoint par son oncle et son père, Afa et Sika, deux aînés de la famille Anoa'i. Ils ont ainsi officialisé son statut de Head of the Table en lui remettant un collier cérémoniel, le Hula Fala. La seule question qui restait à répondre après avoir été battu 2 fois était est-ce que Jey Uso finirait par reconnaître son chef tribal ? Eh bien la réponse fut un oui. Et une fois cela réglé, la hiérarchie de la Bloodline commença à apparaître. À ce moment-là, Roman servait de leader, Paul Heyman était le conseiller et Jey était le chien d'attaque souvent envoyé pour affaiblir l'adversaire de son patron avant le combat. Qui serait cet adversaire ? Lorsque 2020 laissa place à 2021, ce serait Kevin Owens. Mais aussi grand que soit KO, il n'y avait aucune chance qu'il surmonte la puissance de cette nouvelle faction heel. Les challengers suivants n'allaient pas beaucoup mieux s'en sortir, car avec Jey Uso toujours là pour prêter main forte et avec Paul Heyman appelant les stratégies à distance, le chef tribal pouvait entrer et sortir de la saison de WrestleMania toujours champion universel après une performance absolument dominatrice qu'il a vu battre à la fois Edge et Daniel Bryan à WrestleMania 36. Il n'était pas le seul à profiter de ce succès, car avec son cousin pour le guider, Jey Uso réussissait aussi à décrocher une belle victoire lors du Memorial Battle Royale d'André les Géants dans l'épisode du 9 avril de SmackDown. Un Uso qui n'était pas encore d'accord avec l'ensemble de la Bloodline était Jimmy, ce qui devint évident lorsqu'il revint le 7 mai et commença à réprimander son frère pour être le subordonné de Roman. Comprenant qu'il devait à nouveau affirmer sa dominance, le chef de la table réussit à manipuler les choses pour que, après que Jey ait brièvement quitté le groupe en raison de la tension entre Roman et Jimmy soit culpabilisé et décide finalement de se ranger du côté du champion. Cela ramena également Jey dans le groupe et pour la première fois la Bloodline semblait véritablement unifiée.
Une fois cette montagne conquise, l'étape suivante de leur règne de domination fut que les Usos remportent de l'or. Et c'est exactement ce qu'ils firent le 18 juillet 2021 lors de Money in the Bank. Pendant que le chef de la table défendait avec succès son titre universel contre Edge une nouvelle fois dans le main event, les Usos battraient Rey et Dominic Mysterio lors du pré-show pour devenir champion par équipe de SmackDown. À ce moment-là, on avait l'impression qu'il n'y avait vraiment plus rien qui pourrait arrêter la Bloodline. Même lorsque John Cena fit son retour pour défier Reigns à SummerSlam, cela n'y ferait rien, car le champion était désormais tellement plus puissant que même l'ancien visage de la compagnie ne pourrait plus lui tenir tête. Et ce schéma continuerait à aller de l'avant encore au fil de l'année 2022. Néanmoins, à ce stade, les premières fissures commencèrent à apparaître pour la Bloodline, puisque lors du Royal Rumble de janvier 2022, Roman perdit contre Seth Rollins, bien que ce fût par disqualification, ce qui signifiait que le titre universel ne changeait pas de main. Néanmoins, ce n'était pas le seul problème auquel la Bloodline faisait face à ce moment-là. Non, il y avait aussi des problèmes avec Paul Heyman. En effet, après que Brock Lesnar soit revenu à la WWE fin 2021, Roman Reigns commença à se poser des questions sur les véritables allégeances de son Wise Man. Heureusement pour le groupe Heel, toute spéculation sur les loyautés fut dissipée lorsqu'à la fin du Royal Rumble après son propre match, Reigns revient sur le ring pour mettre KO Lesnar avec un coup de ceinture tout en confirmant que l'ancien patron de l'ECW était toujours de son côté. Ça lança la construction vers un match Reigns contre Lesnar à WrestleMania 38, où le titre universel de Roman et WWE de Brock serait en jeu avec un winner takes all. Et lorsque WrestleMania se termina cette soirée-là, le chef tribal se tenait debout, champion universel WWE incontesté, avec un règne de 581 jours à ce moment-là. Et Roman ne serait pas le seul membre de la Bloodline à devenir double champion, car à l'arrivée de l'été, après avoir défendu avec succès leur titre par équipe de SmackDown à WrestleMania, les Usos allaient les unifier avec les titres par équipe de Raw en battant RK Bro lors de l'épisode du 20 mai de SmackDown. Cette victoire faisait de la Bloodline la faction la plus dominante que la WWE ait vue en des décennies, peut-être même de tous les temps. Mais ce que nous ignorions, c'est que les choses ne faisaient que commencer et allaient devenir encore plus légendaires, car c'est à l'été 2022 que tout passa de génial à légendaire lorsque Sami Zayn commença à interagir avec le groupe. Au départ, tout n'était censé être que des segments comiques pendant quelques semaines. Sami Zayn, un heel de milieu de carte, essayait de manière délirante d'obtenir l'aide de Roman Reigns pour surpasser ses adversaires plus facilement. Mais avec le temps, il est devenu évident que la WWE avait quelque chose de spécial avec ce personnage, car Sami s'est révélé être extrêmement attachant dans son rôle de heel naïf, croyant sincèrement que la Bloodline l'accepterait dans sa famille. Bien qu'il reste techniquement un heel, comme les autres membres de la Bloodline, chaque fois que le Québécois apparaissait dans un segment avec les Usos, tentant désespérément d'obtenir une audience avec le chef tribal, il était impossible de ne pas l'adorer. Et ses sentiments sont devenus encore plus intenses lorsque Sami a commencé à apparaître dans des segments avec Roman Reigns lui-même, avec qui il avait une alchimie immédiate. Cependant, même si Zayn commençait lentement à se faire apprécier par sa nouvelle famille, entre guillemets, il y avait une personne qui n'achetait absolument pas ce qu'il vendait, Jey Uso. En effet, à l'automne, Jey semblait être le seul à ne pas accueillir le nouveau membre à bras ouverts. Enfin, Sami n'était pas encore un membre à part entière de la Bloodline, mais un Honorary Us, un titre qu'il avait suggéré pour lui-même quelques mois auparavant. Ce statut d'Honorary Us a été confirmé lorsqu'à la grande consternation de Jey, Roman lui a donné un t-shirt avec ce titre imprimé dessus. Et pendant ce temps, les titres de Roman et des Usos continuaient d'être défendus avec succès comme à leur début. À SummerSlam, les deux ont remporté leurs défenses respectives et à Clash at the Castle quelques semaines plus tard, le chef tribal a défendu son titre face à Drew McIntyre dans ce qui était considéré comme son adversaire le plus coriace à ce moment-là. Surtout puisque le combat se déroulait au Royaume-Uni devant un public majoritairement derrière l'Écossais. Mais malheureusement pour le psychopathe écossais, ses rêves de victoire se sont écroulés quand un nouveau membre de la Bloodline est intervenu pour aider Roman à conserver son titre. Il s'agissait de Solo Sikoa, un autre membre de la famille Anoa'i, envoyé par les aînés du clan pour être le point de fer de la Bloodline. Ce rôle deviendra un pilier de la faction dans les mois à venir. À l'insu du reste du groupe, il semblait que les anciens de la tribu Anoa'i avaient envoyé Solo pour agir en tant que nouveau poids lourd silencieux pour la Bloodline. Et c'était un rôle qu'il allait jouer à partir de ce moment, même si son chef tribal avait d'abord des doutes à son sujet. Ensuite, il y avait Sami Zayn, exclu de toute la situation, quelqu'un qui essayait encore désespérément de devenir un membre à part entière de la faction. Ce que Sami avait vraiment besoin à ce moment-là, c'était quelque chose qui prouverait véritablement sa loyauté envers le groupe. Et heureusement pour lui, il allait obtenir cela à Survivor Series le 26 novembre. Là, il faisait partie de l'équipe de la Bloodline lors du match War Games, où ils affrontaient les Babyface composés de Drew McIntyre, Sheamus, Butch, Ridge Holland et Kevin Owens. Sami allait-il choisir le camp de Roman et de sa famille plutôt que celui de son meilleur ami, KO? C'était la question à laquelle tout le monde attendait une réponse. Et c'était une question à laquelle ils allaient finalement obtenir une réponse lorsque vers la fin du match, Sami prouva sa loyauté envers la Bloodline en délivrant un low blow à Owens. Un low blow qui mena directement à la victoire de Jey Uso par tombée. Et ainsi, tout à coup, Sami Zayn se sentait pleinement accepté dans la faction pour la première fois. Et même Jey semblait être tombé sous son charme à ce moment-là.
Mais hélas, si quelqu'un pensait que ce serait le début des jours heureux, il se trompait. Après que Sami et Roman aient perdu un match par équipe contre Kevin Owens et John Cena lors de l'épisode de SmackDown du 30 décembre 2022, des fissures allaient à nouveau commencer à se former dans la confiance entre le Canadien et le reste de sa nouvelle famille. Cela allait finalement mener à l'épreuve de Sami Zayn portée par la Bloodline lors de l'épisode d'Euro précédent le Royal Rumble 2023. Même si Sami avait échappé au coup près ce soir-là, il lui restait encore un test à passer, et ce test allait se dérouler 6 jours plus tard au Royal Rumble. C'était la nuit où, après avoir une nouvelle fois défendu avec succès son titre universel WWE incontesté contre Kevin Owens, que la Bloodline commença à s'en prendre au babyface lors d'une attaque post-match. Enfin, quand je vous dis la Bloodline, ce que je veux vraiment dire, c'est toute la Bloodline, sauf Sami Zayn. Oui, Sami commençait enfin à réaliser que Roman ne faisait que l'utiliser comme un tyran le ferait. Et c'est pourquoi, au grand bonheur de la foule, il frapperait plutôt le chef de la table avec une chaise, le mettant à terre. Oui, Sami Zayn avait fait son choix et dans le même temps était redevenu babyface. Et cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, un affrontement de grande envergure entre lui et le champion le mois suivant à Elimination Chamber. Mais ce qui rendait ce match encore plus spécial, ce n'était pas seulement le fait que c'est Zayn contre Reigns, l'un des combats les plus attendus de la WWE depuis des années à ce moment-là, et le match qui semblait vraiment pouvoir être le point culminant de toute l'histoire de la Bloodline. Non, c'était aussi le fait que ce combat avait lieu dans la ville natale du Challenger, à Montréal. Mais à la fin, même le soutien d'une ville entière n'a pas suffi à Zayn pour sortir champion. En effet, après que toute la Bloodline, y compris un Jey Uso toujours indécis, interviennent pour interférer vers la fin du combat, Roman parvient à placer un spear et à obtenir le tombé. Mais il y avait un autre challenger prêt à prendre la relève, l'homme qui avait remporté le Royal Rumble un mois plus tôt, Cody Rhodes. En effet, revenu à la WWE l'année précédente, Cody était sur une véritable lancée, et sa popularité augmentait tellement qu'il était devenu tout aussi populaire que Sami Zayn. Alors si Sami n'allait pas être celui qui détrônerait Roman, il semblait que Cody était le seul autre choix possible. Et c'était cela l'histoire à l'approche du main event de WrestleMania 39. Ou plutôt, l'une des histoires pour l'un des main events, car avec la WWE ayant décidé d'étendre WrestleMania sur 2 nuits, il fallait aussi une grande conclusion pour la première nuit. Et la compagnie avait un match de grande envergure pour occuper ce rôle, avec celui des Usos défendant leur titre de champion par équipe incontesté contre les désormais réunis Sami Zayn et Kevin Owens. Ainsi, toutes les pièces étaient en place pour la conclusion dramatique de l'histoire de la Bloodline. Mais alors que la nuit 1 se terminerait sur un moment agréable avec Sami et KO détrônant les Usos en tant que champion contesté par équipe, la nuit 2 ne serait pas aussi féerique. Oui, Cody avait échoué, et le chef tribal avait de nouveau triomphé avec son règne de champion s'étendant maintenant sur 945 jours. Que signifiait cela pour l'avenir? Eh bien pour Cody, cela signifiait quitter la scène du titre pendant un moment et recommencer à se construire. Pour Roman Reigns, cela signifiait une pause dans le ring pendant quelques semaines. Et pour les Usos, eh bien, ils n'en avaient pas fini avec Sami Zayn et Kevin Owens. Non, ils continuaient à être une épine dans le pied des nouveaux champions par équipe incontestés, ce qui menait à ce qu'ils s'associent avec Solo Sikoa pour continuer à les attaquer pendant quelques mois. Et ce n'était pas la seule bataille à laquelle Jimmy, Jey et Solo étaient impliqués à ce moment-là. Non, sur l'ordre du chef tribal, les 3 autres membres de la Bloodline s'associaient aussi au Judgment Day sur Raw pendant un certain temps, tandis que les deux côtés développaient un intérêt commun à détruire le Latino World Order. Bien sûr, tout cela n'était qu'un substitut à ce que les fans attendaient vraiment de voir, et cela, c'était le retour du champion universel WWE incontesté. Quand cela arriverait-il? Eh bien, ce ne serait pas avant mai, moment où la dissension commençait une nouvelle fois à se semer dans les rangs de la Bloodline, alors que Jimmy Uso devenait de plus en plus frustré de se voir toujours considéré comme un suiveur. Et tout cela culminerait à Night of Champions, là où, tout en défiant Kevin Owens et Sami Zayn pour leur titre de champion contesté par équipe, Roman Reigns et Solo Sikoa subiraient une humiliante défaite lorsque Jimmy les trahit et quitta la famille. Oui, Sami n'était peut-être pas celui qui détrônerait Roman, mais au moins il pouvait maintenant regarder la Bloodline se désintégrer pleinement. La seule question à ce moment était de savoir quel côté choisirait Jey, ses frères ou ses cousins. Eh bien, la réponse à cette question viendrait le 16 juin lors de l'épisode de SmackDown où Jey se réunirait avec Jimmy et défierait Roman et Solo pour un match par équipe au pay-per-view Money in the Bank du 1er juillet. Et celui-ci se terminerait d'une manière surprenante, car plutôt que de marquer une nouvelle victoire pour le chef de la table, ce match allait en fait marquer sa première défaite par tombée depuis le 19 décembre 2019, soit un total de 1029 jours plus tard. Et qui serait venu à bout de Roman? Eh bien ce serait Jey Uso, l'homme qu'il avait défié pour son titre universel lorsqu'il avait remporté pour la première fois en 2020. Et parce qu'il avait gagné ici, cela signifiait qu'il aurait une nouvelle chance pour le titre dans un futur proche, au SummerSlam pour être exact. Mais ce match ne serait pas uniquement pour l'or. Non, il a été décidé plus tard qu'il s'agirait d'un match de combat tribal, ce qui signifiait qu'il serait aussi en jeu le rôle de chef tribal lui-même. Les enjeux n'auraient donc pas pu être plus élevés, même si on avait essayé. La seule question était de savoir si Jey serait enfin capable de vivre à la hauteur de l'appellation de Main Event Jey Uso et de battre son cousin, mettant ainsi fin à son règne de 1070 jours en tant que champion. Eh bien la réponse a été
Non. Ce match allait plutôt prouver que la défaite de Roman à Money in the Bank n'était qu'un petit contretemps et que la victoire reviendrait finalement à Roman à SummerSlam après que Jimmy Uso ait trahi son propre frère et réintégré la Bloodline. Et après cela, les choses se fracturaient à travers les marques, car lors du prochain épisode de SmackDown, Jay quitterait l'émission et passerait à Raw. C'est là qu'il aurait enfin l'occasion de faire face aux conséquences de ses actions passées. En effet, malgré qu'il soit maintenant devenu un babyface, beaucoup sur le roster de Raw n'étaient pas très heureux de voir Jay, et le plus grand d'entre eux était Drew McIntyre, l'homme qui avait été notoirement privé de la victoire pour le titre mondial contre Roman Reigns à Clash at the Castle en septembre 2022. Les seuls amis que Jay semblait avoir étaient Sami Zayn et Cody Rhodes, et c'est avec ce dernier qu'il gagnerait brièvement les titres par équipe pendant l'automne de cette année-là. Quant à Jimmy Uso, après avoir expliqué qu'il avait trahi son frère pour ne pas voir le titre universel l'altérer comme cela avait été le cas avec Roman, il serait retourné à jouer le rôle de laquais de la Bloodline, bien que maintenant il soit clairement surclassé par Solo Sikoa dans l'ordre hiérarchique. Après ça, les choses resteraient ainsi pendant quelques mois, tout le monde tuant le temps en attendant le retour de Roman Reigns après sa pause. Mais que ferait Roman à son retour dans le ring? Eh bien, après avoir battu LA Knight à Crown Jewel le 4 novembre, il se préparait pour de nouveaux challengers sous la forme de Randy Orton et LA Knight. Et pendant qu'il faisait tout ça, il prendrait aussi le temps de récompenser Solo Sikoa pour tout son travail acharné en le nommant le nouvel héritier tribal de la Bloodline. Et c'était bien qu'il fasse cela, car avec Solo désormais plus loyal que jamais et plus déterminé à maintenir le titre universel autour de la taille de son chef tribal, Reigns serait capable de sortir victorieux d'un match à 4 lors du Royal Rumble face à LA Knight, Orton et AJ Styles, toujours champions. Mais bien que lors de la plupart des nuits, cela aurait été une cause de célébration pour la Bloodline, à la fin de l'événement, il n'y aurait pas de fête, car dans le Royal Rumble, le challenger de WrestleMania 40 de Roman semblait déjà déterminé quand Cody Rhodes avait remporté la victoire pour la deuxième année consécutive. Cependant, un grain de sable venait s'ajouter à tout cela lorsque dans l'épisode de SmackDown du 2 février, Cody était venu confronter le chef de la table et lui annoncer que oui, il viendrait pour son titre, mais pas à WrestleMania. Non, l'homme qui allait désormais affronter Roman pour l'or au show des Immortels serait son cousin, The Rock. Il va sans dire que bien que le match entre The Rock et Roman ait été teasé pendant des années, les fans n'étaient pas heureux de ce nouveau tournant. Et cela menait à une grande réaction de rejet qui persistait les jours suivants ce segment. Ce qui obligea la compagnie à changer ses plans et à revenir sur sa décision, décidant finalement que ce serait Roman contre Cody pour le titre universel sur la plus grande scène de toutes. Donc que s'est-il passé? Il semble que Dwayne Johnson était informé que le main event de WrestleMania serait entre lui et Roman Reigns. Le seul problème était que cela allait à l'encontre de l'histoire que Triple H avait racontée depuis un an, à savoir celle de Cody Rhodes finissant son histoire. C'est alors que The Game programma Cody pour gagner le Royal Rumble malgré tout, et la semaine suivante à la télévision, il avait fait apparaître visiblement épuisé avant de céder son opportunité pour le titre mondial au People's Champ. Oui, il n'est pas difficile de voir pourquoi le public était prêt à désapprouver ce choix, et à la décharge du Rock, une fois qu'il a réalisé que son plan initial ne fonctionnait pas, il s'en éloigna. Mais quel rôle le Rock jouerait-il désormais, étant donné qu'il n'était plus le babyface revenant pour reprendre le contrôle de la Bloodline? Eh bien, ce serait l'ultime heel, le boss final, l'homme qui contrôlait littéralement tout le show et pouvait faire ce qu'il voulait, quand il le voulait, sans se soucier des règles. Le prochain chapitre de cette histoire serait écrit lors de l'Elimination Chamber le 24 février. C'est là que Cody Rhodes apparaîtrait dans le ring avec un homme qui semblait à un moment donné être son remplaçant pour WrestleMania, le champion du monde poids lourd, Seth Rollins. Cody lui offrirait alors une chance de vivre un moment inoubliable en main eventant la première nuit de WrestleMania dans le plus grand match par équipe de l'histoire de la WWE. C'est exact. La première nuit allait maintenant être Cody et Seth contre Roman et le Rock avec la stipulation suivante. Si les babyface remportaient la victoire, le reste de la Bloodline serait banni des abords du ring lors du match entre Cody et Roman le deuxième soir. Si en revanche le Rock et Roman gagnaient lors de la première nuit, alors la deuxième nuit serait sous les règles de la Bloodline. Ainsi, un an après WrestleMania 39, le décor était enfin planté pour que Cody répare son erreur précédente et pour que l'angle de la Bloodline atteigne enfin son apogée. Et les fans étaient plus que jamais dans l'histoire car dans les semaines précédant l'événement, les arènes se remplissaient à toute vitesse, les spectateurs étant impatients de vivre cette aventure. Bien sûr, malgré toute l'excitation, il restait une peur persistante dans l'esprit des fans. Si Cody avait perdu l'année précédente, qu'est-ce qu'il pourrait l'empêcher de perdre à nouveau? Ces craintes se concrétisèrent lors de la première nuit de WrestleMania, quand Roman et le Rock remportèrent la victoire contre Cody et Seth, ce qui signifiait que le main event du deuxième soir serait effectivement sous les règles de la Bloodline. Bien sûr, ce n'est pas le seul grand moment de la Bloodline qui se produisit lors de la première nuit. Non, ailleurs dans le pré-show, nous assistions au premier match en solo entre les Usos. Oui, après que Jimmy, désormais complètement sous l'influence de Roman Reigns, ait trahi Jey pendant un match pour le titre intercontinental contre Gunther en préparation de WrestleMania, Jey avait décidé qu'il en avait assez, qu'il devait se débarrasser de cette partie de sa vie une bonne fois pour toutes. C'est alors qu'ils se sont affrontés le 6 avril dans un match qui bouclait une partie de l'histoire et permettait à Jey de remporter la victoire en tant que babyface.
Une fois cela terminé, c'était l'heure de la grande finale. Le main event de WrestleMania 40, Roman Reigns contre Cody Rhodes avec le titre universel de la WWE en jeu sous les règles de la Bloodline. Comment cela se passerait-il? Eh bien, ce qui a depuis été décrit comme la version d'Avengers Endgame de la WWE, tout allait exploser d'excitation de la meilleure manière possible. C'est exact, après des apparitions des Usos, Solo Sikoa, John Cena, The Rock, Seth Rollins et même l'Undertaker lui-même, nous arrivions à nouveau à deux hommes, Cody et Roman. Et grâce à un terrain de jeu équitable, à un peu plus de 33 minutes de combat, l'American Nightmare allait réussir à frapper Roman avec 3 crossroads consécutifs. Et ça, après que ce dernier se soit trop distrait à attaquer son ancien coéquipier du Shield avec une chaise en acier, ce qui permettait à Rhodes de décrocher le 1, 2, 3. Ainsi, après 1316 jours, le règne du chef tribal était terminé. Et bien que ce ne soit pas la fin de la Bloodline, cela peut être considéré comme la fin du premier grand arc. Car depuis ce moment-là, une nouvelle Bloodline s'est formée avec Solo Sikoa assumant le rôle de chef tribal, tandis que Roman Reigns, les Usos et Sami Zayn se sont réunis pour déclarer la guerre à cette nouvelle faction. Mais remettons un peu de contexte. Après la défaite historique de Roman Reigns à WrestleMania 40, un vent de changement souffle sur la Bloodline. Solo Sikoa, maintenant témoin de la défaite de Roman qu'il pensait être l'élu et invincible, désire et assure qu'il est capable d'assurer la place de chef tribal en menant la famille à bon port. Toujours formellement opposé à cela, la semaine suivante, Jimmy est toujours aux côtés de Solo et d'un Paul Heyman visiblement forcé d'être là. C'est à ce moment-là que Heyman, toujours parlant au nom de Roman, se voit mis de côté par Solo qui souhaite du changement. C'est ainsi que Tama Tonga, légende du Japon, fait ses débuts dans la compagnie en attaquant Jimmy dans le dos, l'excluant du groupe. Et toutes ces actions ont pour but de créer la New Bloodline, celle que Solo pense être le bon modèle. Et en effet, ce n'était pas simplement qu'une simple embrouille de famille, mais le début d'une évolution profonde au sein de la faction. La nouvelle Bloodline fait son chemin et des superstars établis comme Kevin Owens et Randy Orton veulent y mettre un terme, n'oubliant pas leur passé avec l'ancienne Bloodline. Pour Kevin Owens, il y a eu les multiples passages à tabac et pour Randy, ce sont les Usos qui l'ont éloigné du ring pendant plus d'1 an et demi. Alors les deux hommes se mettent en quête de détruire cette faction. Lors de Backlash, Solo Sikoa et Tama Tonga font équipe pour affronter RKO dans un street fight. Mais une intervention extérieure de Tonga Loa qui rejoint officiellement le clan garantit la victoire du duo. La New Bloodline semble se renforcer avec l'arrivée de ces nouveaux talents, devenant plus imposante que jamais. Mais tout n'est pas si simple. Leur rivalité se poursuit au fil des mois, et le 21 juin à SmackDown, Solo Sikoa perd par disqualification face à Cody Rhodes. Une défaite pour laquelle ses cousins furieux interviennent et attaquent le cauchemar américain. Pour sauver la situation, Cody reçoit le renfort de deux superstars légendaires, vous vous en doutez, le Canadien et la Vipère, Randy Orton. Dans la confusion qui s'ensuit, Jacob Fatu fait ses débuts et attaque les trois hommes. Cette arrivée marque son officialisation en tant que membre de la Bloodline qui est désormais complète. La semaine suivante, Solo Sikoa organise une cérémonie pour être reconnu comme le nouveau chef tribal du clan, un événement symbolique pour marquer sa domination. Toutefois, une figure clé de la faction refuse de lui accorder son soutien, Paul Heyman. En réponse à ce déshonneur, Heyman subit un passage à tabac et est exclu du groupe. Tout ça nous mène à Money in the Bank dans un match six-man tag team qui voit Solo Sikoa, Jacob Fatu et Tama Tonga triompher de Cody Rhodes et RKO. Ce combat montre la domination sans partage de la Bloodline, même après la perte de Roman Reigns. Mais les événements prennent une tournure surprenante lorsqu'un autre chapitre de l'histoire de la faction se joue le 2 août. Car en battant DIY, Jacob Fatu et Tama Tonga deviennent les nouveaux champions par équipe, un accomplissement qui marque un tournant dans la carrière de ces talents fraîchement intégrés. Après cela, Solo Sikoa se fixe un nouvel objectif. Après s'être autoproclamé chef tribal, il veut désormais régner sur la compagnie en tant que champion universel incontesté. En conséquence, il défie Cody Rhodes à SummerSlam dans un match Bloodline Rules. Malheureusement, le règne de Solo Sikoa prend un coup de frein lorsqu'il perd sa chance pour le titre lors de ce match. Et tout ça dû à l'intervention surprise de Roman Reigns qui fait son grand retour après 4 mois d'absence. Mais ce retour marque aussi un changement de position. Roman Reigns apparaît désormais en tant que face, renversant totalement la dynamique au sein de la faction et surtout reconnaissant Cody Rhodes. Une marque de respect évidente pour l'ancien champion qui se proclame désormais l'OTC, l'original Tribal Chief. Tout cela nous mène à Bad Blood, un match décisif opposant Solo Sikoa et Jacob Fatu à Roman Reigns et Cody Rhodes. Mais au beau milieu du combat, Jimmy Uso fait son retour après 6 mois d'absence, attaquant violemment Tama Tonga et Tonga Loa en dehors du ring. Ce retour marque le début d'un nouveau chapitre pour Jimmy et surtout pour Roman. En effet, Jimmy est celui que Reigns n'attendait vraiment pas, souvent moins valorisé que son frère pendant son règne. Cependant, grâce à ce retour, Reigns commence à comprendre ses erreurs du passé et tente de se racheter auprès des gens qu'il a blessés. Mais alors que les deux hommes remontent la rampe d'entrée, un autre moment épique survient. Le Rock fait son grand retour, confrontant les deux Samoans pour la première fois depuis leur affrontement à WrestleMania. Mais le Rock n'était pas le point le plus important pour Roman Reigns à ce moment-là. Non, le plus important était de regagner la confiance de son autre cousin, Jey Uso.
En effet, Jey avait déjà tracé son propre chemin en devenant champion intercontinental, ne voulant absolument pas aider Roman et son frère à détruire la nouvelle Bloodline. Mais il serait bien contraint d'accepter car même si Roman avait appris de ses erreurs et ne forçait plus ses proches à le suivre, ce serait Solo qui le pousserait à accepter. Oui, car lors d'une défense de titre de Jey contre Bron Breakker à Raw, le petit frère des deux jumeaux intervient lui coûtant le titre. Un événement qui va le forcer à reconsidérer sa position. Ainsi, quelques jours plus tard à SmackDown, Jey fait son retour masqué pour aider son frère et Roman à faire perdre les titres par équipe au frère Tonga, pardonnant ainsi son frère au passage. Toujours dans sa quête de rédemption, Roman entame un long chemin pour se faire pardonner, notamment auprès de son ancienne famille et surtout d'un certain Sami Zayn. Mais le temps n'est pas encore venu et la famille se réunit pour affronter la nouvelle Bloodline lors de Crown Jewel. Mais malheureusement encore, la nouvelle Bloodline vient à bout de l'ancienne. Et pas de n'importe quelle manière car c'est Solo Sikoa qui porte le tombé sur Roman Reigns. Mais la guerre est loin d'être terminée, et en conséquence, Reigns veut sa revanche lors des Survivor Series War Games. Pour cette occasion, Jey souhaite réunir la famille de l'ancienne Bloodline. Au départ, Roman, réticent à l'idée du retour de Sami Zayn, refuse son intégration en raison de la trahison de ce dernier au Royal Rumble un an plus tôt. Mais soutenu par l'envie de ses cousins et un sauvetage de la part de Zayn auprès de Solo Sikoa, Roman finit par reconnaître Sami Zayn et l'accepter enfin dans la famille, ce que Sami a toujours voulu. Il passe ainsi de honorary Uce à membre à part entière de la Bloodline. Cependant, alors que Solo a déjà trouvé son 5e membre pour les War Games en la personne de Bronson Reed, Reigns n'a toujours pas le sien. C'est alors que Paul Heyman fait son retour, accompagné de son poulain, le Second Citizen, CM Punk. Et finalement, arrivé à l'événement, après une bataille acharnée, la Bloodline originelle et CM Punk parviennent à venir à bout de la faction. Et Solo, qui s'est autoproclamé chef tribal, voit alors Roman Reigns refuser de le reconnaître et revendiquer sa place en tant qu'Otici. Ce conflit culmine lors d'un match décisif le 6 janvier lors du premier épisode de Raw sur Netflix où Solo et Roman s'affrontent pour le Hula Fala et la distinction suprême de chef tribal. Et malgré une résistance acharnée, Solo Sikoa échoue à conserver son statut, permettant à Roman Reigns de reprendre sa place légitime et de redevenir le leader incontesté de la Bloodline. Cette défaite marque un tournant majeur pour Solo, qui semble désormais s'éloigner de sa famille pour tracer sa propre route, loin des luttes familiales. Néanmoins, l'histoire est loin d'être terminée. La présence répétée du Rock, notamment lorsqu'il remet le Hula Fala autour du cou de Roman, ajoute une dimension intrigante à cette saga familiale. Quelles intentions cache-t-il? Et quel rôle jouera-t-il à l'approche du plus grand événement de l'année, WrestleMania? Alors, quelle direction prendra cette faction? Quels rebondissements nous attendent encore? Une chose est sûre, la Bloodline n'a pas fini de nous surprendre et je suis impatient de découvrir la suite.